Camarades, bonjour. Ensemble, on a commencé à faire une bonne tournée du Mezzogiorno. On a vu la région et surtout les principaux tauliers. On a vu l'installation des Normands, on a vu aussi la déchéance progressive des pouvoirs lombards, et surtout, les volontés impériales byzantines, allemandes, et même quelque part pontificales sur la région. Et aujourd'hui, ça va être une sorte de crossover. Tout le monde va avoir son rôle à jouer, et les changements vont être définitifs pour la région. Ces changements commencent directement par une révolte aujourd'hui. Pas de remise en contexte, parce que là, cette fois, les bases, vous les avez. C'est la suite directe de la dernière vidéo. La révolte se passe à Amalfi. La cité avait été conquise par Guimard avec l'aide des Normands lors de son projet d'il y a une dizaine d'années de conquête de la côte méditerranéenne. Et la cité profite alors de la fébrilité du prince lombard pour se révolter sous la pression des notables locaux. Les Amalfitains jugent l'attitude de Guimard envers les Normands, mais surtout envers le pape, du mauvais œil. Sa peur viscérale de déplaire aux Normands et son refus d'aider le pape dans sa conquête serait alors l'une des raisons qui poussent les Amalfitains à la révolte. Étant l'une des plus riches cités du sud italien, Amalfi profite alors de son poids économique pour tenter de faire plier Guimard sur sa politique. Si la cité arrive à faire plier le prince, ce serait tout bénef pour eux. Mais si jamais Guimard refuse, elle va retrouver son indépendance comme il y a quelques années. Ceci dit, les nobles amalfitains le savent, sur terre, ils vont les écraser. Salerne a le nombre de soldats et surtout l'expérience martiale. Et puis Guimard n'hésitera surtout pas à appeler à l'aide ses copains normands. Ça, on le verra un peu plus tard. Par contre, sur mer, là, c'est pas la même histoire. Amalfi, c'est une cité commerciale même très puissante. Et donc, elle a la flotte qui va en conséquence. Ils profitent alors de leur flotte pour emmerder le plus possible Salerne, en attaquant ses navires marchands et en bloquant ses ports. Amalfi n'étant alors plus sous l'égide de Salerne, pour Guimard, c'est surtout une perte de flouze conséquent qui apparaît, puisque, je vous le répète encore une fois, Amalfi, c'est vraiment le cœur économique de la principauté lombarde. Et du coup, s'il y a plus de flouze, les notables salernitains vont devoir réduire leur train de vie, parce que eux aussi n'ont plus d'argent. Ça va être ça les moyens de pression. Financièrement, tu es aux abois là aujourd'hui ? Oui, je suis tout à fait aux abois, oui. T'as plus un rond ? Plus un rond. Les riches salernitains sont donc super mécontents de plus avoir de flouze et de plus pouvoir mener le même train de vie d'il y a quelques mois. Guimard doit donc prendre des décisions et ça très rapidement. Il convoque alors les Normands pour l'aider dans sa tâche, comme d'habitude, ce à quoi, pour une fois, les Normands refusent le job. C'est pas qu'ils seraient pas payés, c'est qu'ils seraient moins payés que d'habitude, et surtout, il y a le pape qui est en préparation à quelques kilomètres à leur nord, et quand le pape veut t'écraser dans une date relativement inconnue mais proche, il vaut mieux que tu gardes le peu d'hommes que t'as avec toi, parce que le combat risque d'être incertain. Guimard va donc devoir faire face seul à la révolte amalfitaine. La belle famille de Guimard, dirigée par un certain Pandolfe, fait partie de ces familles qui subissent cette crise économique. Et entre leur train de vie qui est fortement réduit, entre sa politique pro-normande, et le refus de ces Normands de l'aider dans cette révolte qui font que Guimard est planté tout seul dans ses bottes, rajoute aussi en plus, si tu veux, que le pape est en préparation pour punir tous ceux qu'il juge comme des ennemis, le Guimard il a plus bien la cote auprès de cette famille. Il est même jugé un peu mou. Et du coup, Pandolfe, avec quelques autres de ses frères, décide qu'il est temps que Salerne change de prince. Et ça assez radicalement. Les jours de Guimard sont comptés. Étonnamment, Guimard, c'est Aimé qui nous le rapporte, serait au courant de la tentative de meurtre qu'il va subir dans les jours prochains. Il sait pas juste exactement quand ça va arriver, il sait juste que ça va être très rapide et qu'il va pas la voir venir, mais surtout, il sait pas qui est vraiment concerné par cette tentative. Il se doute que les conjurés font partie de ses proches, mais il sait pas si ce sont ses frères, sa femme, ses beaux-frères, ses cousins, peu importe. Il sait juste que les réunions de famille, ce sera plus comme avant. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard ? Mais on va pas attendre bien plus longtemps. Le 3 juin 1052 arrive alors le drame pour Guimard. Les Amalfitains viennent de débarquer sur les plages de Salerne. Le prince prend alors la tête de ses hommes et part à leur rencontre. Là-bas, il ordonne à ses chevaliers d'aller à l'encontre des bateaux à peine accostés
pour que ces derniers n'arrivent pas à faire débarquer les hommes, et ainsi prendre un avantage certain sur la bataille. Sauf que, c'est à ce moment, d'après Aimé, toujours, que Guimard nous fait une sorte de crise de paranoïa. Il réalise alors qu'il est tout seul, encerclé par des hommes en armes, et que ça pourrait peut-être bien être là, justement, le moment qu'il n'a pas vu venir. Guimard traite alors ces hommes de tous les noms. Il les harangue, les traite de parjure, et leur demande que, s'ils sont là pour l'exécuter, qu'ils le fassent maintenant sans attendre. Ce à quoi les chevaliers n'ont pas bien compris la situation. Ils étaient partis chargés, il y a une bataille à mener, c'est le bordel partout, et leur prince leur fait une crise de paranoïa, et ils essayent de le rassurer autant qu'ils peuvent en disant que non, ils sont pas là pour le buter, que de toute façon ils ont prêté serment et ils vont pas le briser, mais que si jamais il y a vraiment des parjures à la cour, ils sont prêts à l'aider contre ces parjures. Sauf que c'est à ce moment, justement, où le flou règne, que le premier coup de couteau va arriver. Profitant alors du trouble ambiant, Landolphe, le plus jeune des frères de Guimard, est le premier à asséner ce coup mortel. Il a profité justement de cette paranoïa et de cette confusion générale pour se faufiler parmi la garde personnelle de Guimard, arriver derrière lui et lui mettre un coup entre les côtes. Une fois le premier coup porté, tous les conjurés sortent de l'ombre et fondent sur le pauvre Guimard. Guimard n'a le temps de rien voir venir, la garde du prince est désemparée et comprend pas où sont les ennemis, et d'après Aimé qui était sûrement là pour compter les coups, à savoir, Guimard reçoit alors 36 coups de couteau. Combien il y en a ? 36, je les ai comptés moi-même. Dans le même temps de son assassinat sur la plage, les conjurés ont profité aussi de tenter une petite épuration au sein de la ville. Là-bas, le frère de Guimard, Pandolphe, ouais, encore, un Pandolphe différent, c'est la mode en 1052, est assassiné, ainsi que le chancelier du prince. La famille de Guimard est capturée pour l'essentiel ou exécutée, et seul son petit frère, Guido, réussit à s'échapper in extremis de la purge salernitaine. Une fois Guimard exécuté, Pandolphe, pas le frère décédé, mais le beau-frère conjuré, est alors proclamé prince de la cité lombarde. Là-bas, il va alors décider de mettre les membres de sa famille au sein des postes à responsabilité et faire emprisonner sa belle famille à lui, la famille du côté de Guimard. C'est compliqué, toujours. Et du coup, on l'a dit, le seul membre vivant et libre du côté de Guimard, ça reste son petit frangin, Guido. Et Guido, il est parti assez rapidement. Il a pas eu le temps de prendre des hommes, il a pas eu le temps d'avertir grand monde, et il a presque pas d'argent. Il va faire un move alors qui est assez risqué, mais qui va lui sauver les niches. Il va aller voir les Normands. Risqué parce que les Normands, ils sont opportunistes. Ils pourraient très bien négocier avec le nouveau prince. Mais du coup, il y a que ça à faire. Guido part alors pour Aversa ou pour Melfi, là Aimé étonnamment est plutôt silencieux sur la question, afin de demander leur aide. Alors, je vais vous passer les 3 pages de complainte de Guido qu'il fait chez les Normands. Là-bas, il qualifie le meurtre de son frère d'immoral, d'innommable, de honteux, de fourbe et de tout ce que tu veux, et réussit alors à les convaincre de venir l'aider. Mais dans les faits, il est plus probable qu'il s'est ruiné pour avoir leur soutien militaire et qu'il ait promis encore plus d'argent une fois la cité reprise. Mais alors on peut se demander pourquoi les Normands décident d'intervenir pour aider Guido alors qu'ils n'ont pas voulu intervenir pour aider Guimard. La situation politique est la même, le pape est toujours menaçant, et le flous promis doit pas être des masses plus conséquents que ce qu'avait promis Guimard. Sauf que les Normands, ils sont très pragmatiques, faut commencer à les connaître. Et avoir dans la poche un prince de Salerne qui est plus que redevable parce que tu l'as mis sur le trône quand le pape cherche à t'écraser la tête, c'est un atout non négligeable, surtout quand t'es nouveau dans la région et pas très nombreux. Du coup, les Normands se disent que le jeu en vaut peut-être la chandelle, et pensent pouvoir prendre la cité lombarde assez rapidement. Les Normands se mettent alors en route depuis Melfi ou Aversa, on sait pas trop lesquels viennent aider, et arrivent devant la cité le 7 juin 1052. Là-bas, ils mettent en place un siège, et 2 jours plus tard, le 8 ou le 9, la cité est tombée. L'efficacité à la normande. Les gonzes te font chuter une cité comme ça, en 2 jours. Ils sont plutôt violents, quand ils veulent. Je ne me laisserai pas malmener par... Bon, dans les faits, si la cité tombe aussi vite, c'est parce que les Normands ils ont un petit coup de pouce. Mais ça, Aimé, il nous le raconte pas trop. En fait, avec le soulèvement d'Amalfi, la guerre civile salernitaine qui a suivi, et l'exécution de Guimard,
Salerne est pas en grande forme. Les réserves de bouffe et de flotte sont au plus bas, les hommes sont rationnés à un quignon de pain par jour et pour beaucoup refusent de se battre ou n'ont pas la volonté, et la cité est encore remplie de plusieurs personnes qui sont toujours fidèles à Guimard, et qui sont pas super d'accord avec l'exécution du prince. Du coup, ils tentent alors de saboter les défenses autant qu'ils peuvent, d'ouvrir les portes et toutes ces joyeusetés. Et forcément, dans ces conditions, une cité ça tient pas bien longtemps, même si t'as des pégus en face. Alors forcément, quand là t'as des Normands, en 2 jours, l'affaire est pliée. Bref, encore une fois, les Normands sont des acteurs majeurs du changement politique du sud italien. Une nouvelle ville est prise par les Normands, et cette fois, ils décident de mettre le prince sur le trône que eux auront choisi. Ils choisissent alors tout naturellement Guido, qui est prince légitime, c'est le frère de Guimard, et puis surtout, il a pas peur de se mettre à genoux pour supplier. Et ça, les Normands, ils aiment bien, ils peuvent en faire quelque chose. Mais Guido, même s'il en doit une sévère en Normand, il est pas si con que ça. Ou du moins, pas aussi con que ce que les Normands pensaient de lui. Parce que, entre les volontés du pape de pacifier un peu toute la zone sous son règne, les volontés impériales byzantines ou allemandes, les raids venant de Sicile contre Salerne, les Normands en roue libre qui font un peu ce qu'ils veulent et qui te mettent la pression, les troubles politiques internes liés au contexte de Salerne justement, le Guido, il veut pas du trône. Il veut bien reprendre son titre de duc de Sorrente, mais c'est tout. Le trône de Salerne, il en veut pas, et propose alors plutôt son neveu, le fils de Guimard, comme nouveau prince, Gisulf. Gisulf, qui va devenir donc Gisulf II de Salerne. La première action de Gisulf en tant que prince de Salerne est alors de réinvestir les Normands dans leurs possessions, histoire de les remercier. Ça, les Normands ils commencent à connaître maintenant. Entre le pape, le Saint-Empereur et les princes de Salerne, ils commencent à faire la collection des bannières. Mais par cette action, Gisulf montre aux Normands qu'il a bien pris conscience que c'est lui le prince maintenant, que c'est lui le taulier, qu'il en doit une vraie aux Normands justement, mais que même s'il est tout jeune, il y a intérêt que ça file. Lui, il se laissera pas faire comme Guimard. Les Normands, qui pour la première fois vont changer de prince, prêtent alors serment à Gisulf comme ils avaient fait avec Guimard, parce que pour eux, Guimard ou Gisulf, ça change pas grand chose. Ça leur fait un protecteur officiel, ça leur fait un allié dans la région, et puis y a pas de raison que ça change. Le sud italien, c'est comme ça que ça se passe depuis la création de leur comté. Le prince de Salerne, c'est un copain. Du coup, le Gisulf, qui est maintenant bien installé, qui est protecteur des Normands et prince de Salerne, se voit alors devoir faire face à la première question épineuse de son règne. Qu'est-ce qu'on va faire des conjurés qui ont tué son père et toute sa famille ? Parce qu'il y en a quand même un paquet de gonzes. Sur le modèle du prince chrétien qu'il doit être, ou plutôt sur lequel il a été formé, et peut-être aussi parce que ça la foutrait mal au repas de famille d'avoir exécuté tonton, Gisulf laisse partir tous les conjurés de sa cité. Il leur donne aucun châtiment, sauf celui de ne jamais revenir à Salerne. Ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec qui ils veulent, mais il veut plus les revoir. Mais ça, c'est pour la version officielle. Officieusement, le Gisulf, il l'a quand même mauvaise. Son père a été exécuté et une bonne partie de sa famille. Il veut être sûr alors que ces conjurés ne vont pas recommencer. Une première mission a donc été donnée aux Normands par le tout jeune prince. Pars très loin et ne reviens jamais. Tuez-le. En effet, les sources, qui sont principalement écrites par des hommes d'église, sont là pour mettre un peu en valeur justement ce prince chrétien qu'est Gisulf. Et du coup, exécuter des gens alors que tu viens juste d'être couronné, c'est pas très dans l'esprit du machin, justement une fois de plus. Par contre, il y en a avec qui cette décision, ça leur pleurait pas trop. Les Normands, notamment. Et ça, les hommes d'église, ils les aiment pas trop non plus, eux. Pour eux, les Normands n'ont aucun scrupule, et du coup prennent la décision, tout seuls, de régler cette question des conjurés. Puisque chez eux, en Normandie, c'est pas comme ça que tu gères des traîtres. Mais dans les faits, y a pas que chez les Normands, n'en déplaise au curton. Les Normands attaquent alors le convoi des conjurés, exécutent Pandolf, ses 3 frères, et 32 autres gonzes, pour symboliser les 36 coups de couteau. Et pour être sûr de bien marquer le coup, qu'ils l'ont bien compris, ils sont tous enterrés ensemble, dans une fosse commune, sans nom, sans indication, sans marque, pour qu'ils soient oubliés de tous. Ils l'ont assez mauvaise, la trahison, les Normands. Nous sommes alors à la fin 1052.
Et Léon, qui n'a pas abandonné son projet d'aller punir les Normands pour cette action commise à Bénévent, prend conscience alors de la mort de Guimard et du protecteur officiel des Normands. Il décide alors de repartir chouiner dans les loges impériales et royales de France et d'Allemagne, afin de récupérer des soutiens pour sa guerre à venir. En France, le roi, c'est Henri. Et en 1052-1053, Henri, il a d'autres questions à régler. Notamment avec un certain Guillaume, là encore. Mais celui-là, il est un peu plus connu. Côté germanique, l'empereur, Henri, là aussi, c'est l'équivalent du Pandolfe mais au nord, en a marre de voir le Léon chouiner une nouvelle fois. Faut dire que le Léon, il sait se montrer insistant, et puis surtout, il vient de l'Empire. Du coup, il doit quand même lui céder un petit quelque chose. Il lui cède alors un contingent de soldats pour aller l'aider dans ses guerres en Italie, puisque lui-même a aussi d'autres chats à fouetter et qu'il peut pas s'impliquer directement. Henri cède alors à Léon environ 300 ou 500 chevaliers souabes, des chevaliers qui sont connus en Occident pour être des cavaliers que rien n'arrête, avec des charges dévastatrices, et qui sont encore plus terribles à pattes qu'à cheval. Ils ont des épées qui sont si tranchantes, qui sont capables de te trancher toi et ton cheval façon salami. Des mecs qui vont donc être à la hauteur pour les Normands. Notre bon roi m'a dit, vous allez être surpris. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi vous avez l'air optimiste? Des bêtes sauvages que je vais récupérer, des machines à tuer. Peut-être même qu'il faut que je mette une armure, hein. Ils sont capables de pas me reconnaître et d'essayer de me buter. L'armée papale a maintenant ce qui lui manque. Elle a son argent, elle a son but, et elle a aussi des hommes qui sont un peu meilleurs que ce que le pape avait réussi à réunir jusqu'à présent. Et du coup, tout le petit monde part en juin 1053, direction Bénévent, afin d'en faire une base de lancement contre les intérêts normands dans le Mezzogiorno. Les Normands prennent alors conscience de l'arrivée imminente de l'armée du pape, cette fois c'est pour de bon. Et pour le coup, étonnamment même, ils sont assez contents. Ils vont avoir du challenge. Et ils savent pas encore à quel point. Puisque, en plus des chevaliers souabes, le pape reçoit le renfort des principautés lombardes qui sont pas encore sous le joug normand et qui vont pas tarder à tomber, mais surtout d'un allié qu'ils ont vraiment pas vu venir, et qu'on a un peu laissé tranquille, nous, de notre côté depuis quelques vidéos. Les Byzantins. Léon a réussi l'impensable. Il a réussi à unifier les mondes latins et grecs contre un ennemi commun, les Normands, et le tout en plus à la veille du grand schisme de 1054, qui ça, pour le coup, sont pas vraiment au courant, les gonzes. Mais vous savez la suite. Bref, il a fait un exploit, le Léon. Et cet exploit, il le doit pas à son équivalent à Constantinople. Le patriarche, Michel Ier, il l'a plutôt mauvaise, le Léon. Lui aussi, c'est une forte tête. Et pour lui, les Normands sont juste le bras armé de l'église de Rome. Et le fait que ces Normands se concentrent à tailler un fief dans le vif, dans l'ancien territoire byzantin, en est la preuve irréfutable. Du coup, toute alliance avec les Romains, il en veut pas. Du coup, si le pontife byzantin n'est pas à l'origine de cette alliance avec le Romain, ça peut être que le pouvoir politique, l'empereur, Constantin. Sauf que Constantin, lui aussi, un peu sur le modèle des deux Henri, il a d'autres problèmes à régler. À l'est, il y a des nouveaux venus qui mettent un peu le sbeul chez lui, des Turcs. Vous savez comment ça va finir aussi, cette histoire. Du coup, il n'y a pas grand monde en fait qui aurait pu ratifier cette alliance, à part le catépan d'Italie. Et vous le connaissez, c'est un certain Argyros. En fait, Argyros, comme catépan, il est assez autonome. Constantin lui a grosso modo délégué les pleins pouvoirs pour le thème italien. Faut dire que les Byzantins sont pas super optimistes quant à l'avenir de leur terre en Italie. Et là-bas, il est un peu coupé de tout le monde et doit négocier comme il peut pour sauver ses reliquats. Il prend même exemple sur son prédécesseur, Georgios, et fait pendre tous ceux qui sont des sympathisants de la cause normande dans ces terres byzantines. Faut dire que Argyros, il a quand même bien changé depuis qu'on l'a connu. Il est devenu un peu une figure du courant anti-normand chez les Byzantins d'Italie. Et histoire d'ailleurs d'en terminer une fois pour toutes avec ses hommes du Nord, il lève alors une immense armée qui est en route depuis le sud, probablement depuis Bari, quand il a reçu alors la demande du pape pour éradiquer les Normands. Et ça, forcément, Argyros, qui n'a pas de compte à rendre et qui a une dent contre les Normands, ça le tente bien. Il accepte alors de rejoindre l'armée du pontife et décide de changer de route pour faire jonction avec l'armée du pape dans les environs de Bénévent. Pour les Normands, ça va donc être très compliqué. Il y a deux immenses armées qui arrivent pour leur cramer leur gueule. L'armée du pape depuis le nord et l'armée d'Argyros depuis le sud, sans qu'ils sachent que les deux vont jouer de concert.
Certains, parmi les Normands, ou plutôt parmi les Lombards chez les Normands, commencent alors à pétocher sévère. L'évêque de Salerne, Jean, aurait même reçu des visions de malheur, de désastre et de tout ce qui va bien, si un conflit éclate entre tout ce petit monde. Mais les Normands, vous les connaissez, c'est pas une vision d'un ecclésiastique qui va leur faire changer de stratégie. Ils capturent alors le Jean, et décident de lui offrir des vacances un peu forcées loin de tout, histoire qu'il aille se calmer. Je dois rester, ne serait-ce que par solidarité avec mes camarades. Mais tirez-vous, nom d'un chien! C'est grotesque, sire. Ma place est parmi vous. Passez-moi le truc, là. Ça. Merci. Garantie que vous allez les prendre, ces vacances. Jean revient alors transformé de ses vacances forcées par les Normands. Là-bas, alors qu'il était tout seul, et qu'il a eu le temps de bien cogiter à la situation, il aurait même eu d'autres visions, celle de Matthieu, l'apôtre. La vision lui aurait alors annoncé que les terres que les Normands ont, celles qu'ils ont prises par la guerre, je vous le rappelle, seraient en fait un don de Dieu, et que quiconque voudrait s'en emparer se mettrait à dos le paternel, et que du coup serait promis à une mort certaine. Mais bon, même s'ils arrivent à calmer tout le petit monde, le danger est bien réel. Et en froid, on sait pas trop comment, encore une fois, un peu par magie, apprend même la formation de l'alliance entre Argyros et le pape. Et comprend que là, ça risque d'être fini pour les Normands. Y a pas de solution miracle, ils vont pas avoir le choix. Attaqués depuis leur nord et par le sud par la même force, ils vont pas pouvoir faire face et vont perdre tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. S'ils veulent survivre et avoir une petite chance de gagner, ils vont devoir s'unir. Ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour les Normands. Vous les connaissez bien maintenant. Onfroy envoie alors une ambassade dans chaque baronnie des Pouilles et chez les deux poids lourds de la région, à San Marco et à Aversa, pour une tentative désespérée d'alliance. Et là, contre toute attente, les ambassades sont plutôt bien reçues. Peut-être à cause du discours larmoyant d'Onfroy, peut-être à cause du sentiment de nostalgie du monde qu'il y avait avec Guillaume et d'union du monde normand face au danger commun, ou peut-être simplement face au danger que serait une alliance papalo-byzantine dans leurs propres intérêts, tous les Normands décident de mettre leurs griefs de côté et de s'unir sous le commandement d'Onfroy pour cette campagne. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Robert, qui est le plus loin de tous, géographiquement parlant, est le premier à répondre positivement à l'appel d'Onfroy. Il lève alors tous ses hommes, à savoir ses quelques chevaliers et ses esclavons, depuis la Calabre pour partir direction Melfi. Richard, quant à lui, met un peu plus de temps à répondre, mais accepte aussi de venir en aide, et vide Aversa de tous les hommes possibles pour aller là aussi à Melfi aider Onfroy, ce qui va être un atout de poids pour les Normands, puisque à Aversa, c'est le cœur de la cavalerie lourde. Mais Richard et Robert ne sont pas les deux seuls à accepter, c'est juste les deux plus médiatisés parce que c'est les deux plus gros bonnets. Mais dans les faits, c'est bien tous les barons qui ont accepté d'aller aider Onfroy. Parmi eux, on y retrouve par exemple ceux des anciens des 12 de Melfi, encore vivants, et qui, par fidélité à Guillaume, acceptent de venir aider le petit frère. On y retrouve par exemple les frères Pierre de Trani et Gauthier de Kiwitate, qui justement est le premier sur la cible du pape, mais aussi Arnolin, ou peut-être votre préféré, Hugues Tubeuf, qui n'est jamais contre une bonne baston. Avec ces anciens de Melfi, on retrouve aussi des jeunes pousses normandes, notamment par exemple Reynaud Muscat, qui est un baron d'Aversa qui donne un peu de fil à retordre à Richard, mais aussi Girard de Buenalbergo, le nouveau neveu de Robert. Alors que l'armée est dispatchée aux quatre coins du Mezzogiorno, Onfroy décide de faire un move qui est assez risqué. Les Normands doivent faire jonction, mais les Byzantins et le pape eux aussi, et les Normands ont intérêt de faire jonction avant que ces derniers ne la fassent. Du coup, ils vont passer à l'attaque. Onfroy part tout seul, direction Kiwitate, là où est la cible première du pape, afin d'arriver avant Argyros et en espérant que les Normands s'en baignent le cul pour que tout le monde fasse jonction là-bas, avant que le pape arrive, ou avant même que les Grecs arrivent. Mes ambitions se résument clairement, la férocité avant tout. Léon, qui n'est pas au courant de la stratégie normande, décide alors de continuer son plan comme prévu, part de Bénévent, direction Kiwitate, et là-bas il prend la cité sans trop de soucis. Gauthier s'était barré avec ses quelques hommes, justement pour aller rejoindre ses copains normands. Mais ça, Léon, il est pas au courant,
Il décide alors d'y rester quelques jours et d'attendre les renforts promis par les Grecs. Et le 17 juin 1053 au matin, c'est bien des bannières impériales qui arrivent, mais pas celles que le pape attendait. C'est des bannières allemandes. Ces bannières impériales étaient les bannières d'Henri III, celles qu'il avait confiées à Rainulf II et à Drogon il y a quelque temps lors de sa dernière visite en Italie. La stratégie des Normands a fonctionné, ils ont réussi à faire jonction devant Kiwitate avant que les Grecs arrivent. Et le pape se retrouve alors en défensive et piégé dans sa cité. Léon n'a alors pas trop le choix. Va y avoir une bataille et doit disposer ses troupes. Il convoque alors son confalonier, son représentant sur le champ de bataille, un certain Robert d'Octomarset, pour voir avec lui les stratégies à employer. La stratégie, sur le papier, semble être assez simple et même pliée d'avance. Tout ce que les troupes pontificales ont à faire, c'est de gagner assez de temps pour que les Byzantins arrivent. En plus, rajoute à ça que même si les renforts sont pas là, ils ont l'avantage du nombre et de la position, c'est eux qui sont en défense. Alors pour bien commencer ce gain de temps, on entame des pourparlers. Je me suis présenté à vous, vous vous êtes présenté à moi, c'est une fort bonne conversation. J'ai des questions. Les questions plus tard. Les Normands comprennent pas trop cette attitude du pape et ses pourparlers pour le moins étranges dans un premier temps. Mais par contre, ils prennent ça au sérieux. Du coup, de leur côté, ils décident d'aller voir le pape au pied de la cité, voir s'il y a moyen de négocier, ce qui sera un poil plus simple avec lui, plutôt qu'avec les Byzantins qui ont juré une mort certaine à tous les Normands qu'ils vont rencontrer. Bref, le contingent normand s'approche alors des murs de la cité, bannière d'Henri III en tête pour montrer que eux aussi sont des proches de l'empereur et qu'ils sont légitimes dans leur terre officiellement, et commence alors à énoncer leurs demandes qui sont plutôt simples. Le pape doit les reconnaître dans leur terre italienne, ne plus jamais venir les faire chier, et en échange, eux, se portent garants des intérêts de l'Église, promettent un tribut chaque année, et promettent même d'arrêter leurs conneries contre les chrétiens. Le pape, en écoutant ça, décide d'envoyer alors son émissaire, Frédéric de Lorraine, afin de négocier avec eux d'autres termes. Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Les termes du souverain pontife sont alors assez clairs et beaucoup moins sympas. Les Normands ont deux choix. Soit ils se barrent des terres italiennes aujourd'hui et pour toujours, soit ils trouvent tous la mort ici et maintenant. Le pape en négociation, c'est pas ça. Mais les Normands, eux aussi, c'est des têtes dures. Et ces deux propositions, il n'y en a pas vraiment qui leur plaisent. Entre redevenir cadet de famille là-haut en Normandie, sans aucun espoir d'avenir, alors qu'ils ont taillé à la sueur de leur front des principautés ici, ou mourir sur le champ de bataille, le choix est vite fait pour eux. Du coup, ils demandent alors à la bouche de Sauron, à Frédéric de Lorraine, de bien vouloir revenir afin d'entendre leur réponse. Là-bas, ils le reçoivent, ils lui disent qu'ils ont bien réfléchi, que le pape est quelqu'un de très ouvert d'esprit et que ses propositions étaient très sympas, et qu'ils ont fait donc leur choix. Ce sera la deuxième proposition, avant d'insulter copieusement l'évêque. Ça a dû lui faire plaisir à Frédéric. Oui, alors juste une chose, allez vous faire voir chez le pape. Ne te mets pas en face du chemin de le répurgatoire! On verra plus tard. La bataille semble être donc maintenant inévitable. Il n'y aura pas de temps supplémentaire que le pape pourra gagner et va se passer devant les murs de Kiwitate. Et pour une fois, ça c'est plutôt cool, je vous l'accorde, le terrain de la bataille nous est plutôt bien connu puisqu'il a été rapporté par l'anonyme qui a écrit la biographie de Léon IX. Alors certes, il l'a écrit 50 ans après la bataille, mais le terraforming à l'époque médiévale, c'est pas ça. Le terrain a pas trop changé. Et pour une fois, je vais pouvoir vous faire une carte détaillée. Plutôt cool. L'armée papale serait donc en défense. Le pape se retrouverait alors dans ce que l'anonyme appelle l'oppidum de Kiwitate. L'armée, quant à elle, serait en dehors des rives de l'affluent du Fort Thor, le Steina, qu'ils ont dans le dos afin d'empêcher une charge sur leurs arrières, comme les Normands aiment la pratiquer. Le terrain, quant à lui, est assez typique de cette région du nord de la Pouille. C'est un mixte entre plaine et collines d'altitude variable entre 100 et 200 mètres. Et justement, l'une de ces collines se trouve alors sur le champ de bataille. Elle empêche une partie de l'armée de se voir réciproquement,
et surtout sera une position décisive pour le contrôle des lieux pour les deux armées. Les deux armées restent alors là, à se regarder en chien de faïence pour ceux qui peuvent, et le pape essaie de gagner encore une fois un maximum de temps, de précieuses minutes, en espérant que le byzantin soit là. Mais personne n'arrive. Et d'ailleurs, il va même faire une sacrée boulette, le pape. Puisque nos amis pontificaux ont oublié une chose concernant les Normands. Certes, ce sont de redoutables combattants. Ils ont apporté avec eux une volonté de fer, des armes et des hommes en nombre. Par contre, niveau logistique, c'est pas ça. Ils ont habitude de se ravitailler une fois la bataille faite sur les propres ressources logistiques de l'armée vaincue. Du coup, les Normands, à l'habitude, n'ont pas amené de bouffe ou de flotte avec eux. Et le pape, qui voit ça du haut des murs, rabeute un peu ses évêques avec lui et se fout de la gueule des Normands qui sont en train de crever la dalle à midi. Du coup, les Normands, quand ils voient ça, ils perdent le peu de respect qu'ils ont pour le souverain pontife et décident de passer à l'attaque maintenant. Assez de pourparlers et assez de bienséance. La bataille va commencer et les Normands divisent leur corps en 3 groupes. Cette division nous est aussi bien connue et elle est rapportée cette fois par Guillaume de Pouille. Sur le flanc droit des Normands se trouve alors Richard, avec toute la cavalerie lourde, celle issue d'Aversa et de Melfi. Pour le flanc gauche, c'est Robert qui se trouve là et il est à la tête de ses propres hommes, ses quelques chevaliers, mais surtout son infanterie de Sclavon. Et quant à Onfroy, il tient le centre, avec le gros des troupes, et est composé d'infanterie normande à pied, de contingents lombards, mais surtout des archers. Côté papal, Guillaume nous rapporte là aussi la composition de l'armée. Le corps est lui aussi plus ou moins divisé en 3 parties. À gauche, ce sont l'armée du pape, ce sont les Italiens, les Lombards qui l'ont rejoint, qui réunissent le gros des troupes. Ils sont les plus nombreux et sont commandés par les frères Tarasmunt et Aton de Chieti, mais aussi du comte de Sangro. Au centre, et à droite, se trouvent alors les Souabes d'Henri III, qui sont dirigés par un certain Garnier et Albert. Le plan, côté normand, est alors plutôt simple, une nouvelle fois. Quand on voit pas trop ce qui se passe de l'autre côté de la colline, Richard, avec sa cavalerie lourde, va devoir s'occuper, tout seul, des troupes italiennes qui sont certes plus nombreuses, mais de piètre qualité et surtout à découvert en terrain plat. Pendant qu'Onfroy, lui, va devoir s'occuper des Souabes jusque-là invisibles pour le contrôle de la colline. Quant à Robert, il va rester en arrière-garde pour venir en renfort à Onfroy au moment qu'il jugera le plus opportun, vu qu'Onfroy et Robert n'ont aucune idée du nombre à s'attendre en phase 2 sur cette colline. Le 17 ou le 18 juin au matin, pour le coup, Aubé ou Carotti ne sont pas super d'accord sur la date, Richard est le premier à ouvrir les hostilités, sur le flanc droit, donc. À grands coups de Deux Eye, dans la plus pure tradition normande, la charge est dévastatrice. Comme prévu, alors que, bien qu'en sous-nombre, il arrive à rouler sur les Vitalo-Lombards. Pendant ce temps, au centre, Onfroy, lui, engage alors les Souabes pour le contrôle de la colline. Les deux compagnies s'échangent dans un premier temps des traits et des flèches, avant de régler ça au corps à corps très rapidement. Le contrôle pour cette seule hauteur et cette clé du champ de bataille est alors commencé, Souabes et Normands se battent aussi violemment que possible, et l'issue de la bataille semble être assez incertain pour un camp comme pour l'autre. Le centre normand pourrait bien s'écrouler plus vite que prévu, et Onfroy a besoin d'aide dans les premières minutes de l'accrochage. Robert, qui voit depuis l'arrière du champ de bataille que son frère est en train de douiller, se dit que c'est peut-être le moment pour lui d'intervenir, même si la bataille vient juste de commencer. Ses hommes commencent un peu à claquer des genoux, et Girard commence à lui dire qu'il faudrait peut-être penser au futur, et peut-être pas y aller. Mais Robert, il veut pas trahir son frangin. Il doit venir en renfort, même si c'est au bout de 2 minutes, il réunit alors ses hommes, fait un joli discours, et décide d'y aller. Pour Robert, c'est tout décidé. Ce sera la victoire ou la gloire. Mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Et je vais au combat dans les terres les plus difficiles et j'ai de l'énergie. Robert lance alors sa charge depuis le bas de la colline, ce qui va soulager pour un temps Onfroy. Et le choc est si violent que Robert lui-même est désarçonné de son cheval une première fois. Ce qui va être un running gag dans les sources de Guillaume, puisque Robert va tomber 3 fois lors de ses charges. Ce qui montre aussi un peu la violence du bourrin et des combats médiévaux. Mais bon, c'est dans cette bataille que Robert va alors s'illustrer par les armes et par ses actions, et qui vont faire de lui la légende qu'il va devenir. Dans la plus pure tradition normande, Robert est alors décrit comme un véritable foudre de guerre, un véritable héros charismatique,
décapitant du Souabe à tout va, enfonçant des sternums et des plastrons d'une seule main avec sa lance, rappelant évidemment par là qu'il est bien à Hauteville, mais aussi au son des terribles cris de guerre qu'il lance, faisant trembler de peur ses ennemis et rassurant ses copains. Robert, c'est véritablement celui qui va émerger de cette bataille devant un Richard et un Onfroy, contraints de constater l'émergence grandissante de Robert Discard. Ils vont se faire bouffer, ils sont complètement ignorés, mais au moins la bataille risque d'être gagnée. Donnez-lui cette bataille. Nous prendrons la guerre. Donnez-lui trop de batailles et les hommes oublieront qui est le roi. Ceci dit, tout aussi épique qu'il soit, Robert ne peut plus tenir seul la colline. Onfroy n'a presque plus d'hommes, c'est une véritable boucherie, et les deux Normands ne doivent leur salut qu'au revirement de Richard contre toute attente. Puisque, en contrebas dans les plaines, Richard a lui aussi réussi un exploit. Il a réussi à mettre en déroute les Italo-Lombards bien plus rapidement que prévu, mais surtout, il a réussi à garder un nombre suffisant d'hommes pour être encore décisif dans la bataille. La cavalerie normande fait volte-face et charge direction la colline à son tour, dans le dos des mercenaires germaniques. Et là, pour les Souabes, c'est la fin. Tout aussi qualitatifs qu'ils soient, les chevaliers Souabes ne peuvent pas faire de miracle. Privés de renforts et de retraite, ils sont contraints de se battre tous, jusqu'au dernier. Et se trouve alors la question de qu'est-ce qu'on fait du pape, après la bataille. La cité n'est pas prise, mais elle n'a plus d'hommes pour la défendre, c'est qu'une question de minutes. Mais les Normands n'avaient peut-être pas pensé à l'après-conquête. Qu'est-ce qu'on fait du Léon? On le capture, on le rançonne, on l'exécute, on l'humilie à Salerne, tout le monde y va de sa petite idée, mais aucune véritablement n'émerge. Quelque chose qui te gêne? Ben moi j'aimerais mieux qu'on discute d'armistice en position de force. Et sans aller jusqu'à le buter, on pourrait quand même lui filer le trahir au colonel, non? Pendant que tout le monde discute, Léon, lui, est terrifié. Son armée est défaite, et il vient d'apprendre que les Byzantins, finalement, ils ne viendront pas. Du coup, il se demande à quelle sauce il va être bouffé. Il sait les Normands rancuniers, et il sait aussi qu'il a pas été super sympa avec eux. Pendant ce temps, de l'autre côté des murs de la cité, Onfroy, ça va être la voix de la raison. Il explique à ses hommes, qui sont chauffés à blanc par le feu de la bataille, que certes, c'est très drôle de bien vouloir enfoncer n'importe quel objet dans des orifices du pape, mais que, à n'importe quel moment, par cette colline ou par une autre, les Byzantins peuvent venir, et qu'il ferait mieux de se dépêcher de récupérer une poutre, une paire de sangles, d'enfoncer les portes et de capturer le pape. Les Normands sont alors assez d'accord, Gauthier récupère sa maison, la cité est de nouveau normande, et quant à Léon, il est capturé, malgré ses protestations. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne le touchez Touche pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Avec la capture de Léon, les Normands mettent aussi la main sur le trésor de guerre du pape, ce qui fait une quantité de flouze non négligeable. Et avec tout ce petit monde, ils décident de partir de Kivitate. Ils sont pas au courant que les Byzantins ne vont pas venir, et ont très peur de se prendre une charge sur une cité qui vient juste d'être prise et largement pas défendable. Du coup, peut-être parce qu'ils sont rancuniers ou qu'ils ont l'ironie de la situation, ils vont à la cité fortifiée la plus proche, même si elle n'est pas eux. C'est Bénévent. Bénévent, du coup, comme elle est vidée de ses hommes, ne résiste pas longtemps, les Normands prennent possession de l'ancienne cité papale et mettent le pape en zonze dans Bénévent, histoire encore une fois de montrer que finalement, ils sont peut-être rancuniers, mais ils ont le sens de l'humour. Je me marre de tout, j'ai des goûts simples. C'est fini, oui? Là-bas, peu importe les sources, on nous rapporte alors que Léon est plutôt bien traité. Il est plus en résidence surveillée, plutôt qu'au cachot. Faut dire que les Normands, malgré la rancune, ils ont quand même 2-3 trucs à lui demander, et feraient quand même le mettre dans de bonnes dispositions, le pape. Parce qu'à terme, ils vont bien le relâcher. Du coup, dans ce qu'ils demandent, évidemment, il y a la confirmation dans leur terre, mais surtout que le pape arrête de venir les faire chier tous les 4 matins sur la politique à faire, sur les terres qu'ils peuvent prendre ou ne pas prendre, et surtout que le pape arrête de vouloir étendre sa principauté comme ça au profit des futures conquêtes normandes. Léon, qui n'a évidemment pas trop le choix, accepte toutes les propositions normandes. Il est alors renvoyé à Rome en avril 1054, où il va mourir quelques jours plus tard le 19, confirmant alors par là les visions de l'évêque Jean de Salerne. Comme quoi finalement, il est peut-être pas si allumé que ça. Mais 1054, c'est bien plus tard par rapport à nos événements.
revenons-en à la bataille de Kiwitate, parce qu'elle a un symbole très fort dans l'Occident médiéval. Outre le fait qu'un pape soit capturé, ou qu'il y ait eu une tentative d'alliance entre Orient et Occident, et peut-être pour la dernière fois, c'est surtout qu'il y a des gros changements géopolitiques pour le sud italien, qui seront définitifs pour toute la période médiévale. Et ça, une fois de plus, c'est Huguette Taviani-Carlossi qui va en parler très justement dans sa biographie de Robert Guiscard. Le Saint-Empire romain germanique sera vu, par les Italiens, soit comme un protecteur inefficace, soit comme un ennemi. Le pape sera certes respecté pour ses fonctions spirituelles, il aura même une autorité morale forte, mais pour tout ce qui est des affaires temporelles, il aura plus son mot à dire. En gros, les conquêtes pour lui, c'est fini. S'il veut étendre la papauté, il va falloir gentiment demander. Quant aux principautés lombards et autres territoires germaniques, c'est l'effacement géopolitique progressif, ils n'auront plus aucun impact et vont mourir en silence. Et pour ce qui nous intéresse, pour les Normands, là aussi il y a un gros revirement. C'est l'avènement de la puissance des Hautes-Villes de Melfi sur les Drengoth d'Aversa. Malgré le fait que Richard ait sauvé les Miches aux Hautes-Villes, c'est véritablement les Hautes-Villes qui vont devenir la puissance majeure du sud italien. L'établissement d'Aversa, la création des premières principautés normandes, va leur être attribuée. Ceci dit, début de légende et changements politiques ou pas, c'est une routine de conquête dans les Pouilles qui reprennent chez les Normands. Pour Onfroy, il y a dans le collimateur des cités comme Troia, Bari, Trani, Benossa, Otrante et Acerenza, qui dépendent théoriquement des Normands, de Constantinople ou de Salerne, puisque certains font même partie des 12 de Melfi, mais qui dans les faits sont en lutte perpétuelle sans qu'aucun clan n'arrive véritablement à les contrôler. Et ça, Onfroy, il va devoir le gérer assez rapidement. Quant à Robert, c'est aussi le retour à la quête principale, la conquête de la Calabre. Et pour ça, il reçoit des renforts de choix. Non seulement il y a Girard qui vient, mais surtout Onfroy. Robert lui a sauvé les Miches lors de Kiwitate, c'est un véritable pouvoir qui compte chez les Normands maintenant, et Onfroy, c'est pas Drogon. Il est un poil plus sympa avec le petit frère, et lui donne alors des hommes et des thunes pour qu'il établisse sa domination sur ces terres byzantines. Ceci dit, malgré cette bonne apparence visible, les tensions entre Robert et Onfroy existent quand même. Ça se passe comme ça chez les Hautes-Villes. Puisque, par exemple, c'est Guillaume qui nous le rapporte, lors du banquet de victoire après Kiwitate, les deux hommes, passablement éméchés, se sont mis un peu à discuter justement sur le futur des principautés normandes en Italie. Onfroy félicite alors Robert de l'impact qu'il a eu, lui, tout jeune chevalier, alors qu'il a plein d'avenir devant lui, il s'est illustré et un héros parmi les Normands. Mais dans tous les cas, il restera son petit frère et passera après lui. Robert, qui a un ego assez démesuré quand même, et pas super bien content justement de l'attitude de son grand frangin, et décide de tirer l'épée, ce qui lui vaut de passer la nuit en 11 histoire de décuver. Puisque c'est aussi ça, en fait, la fraternité Hauteville. Sans Drogon, les liens sont beaucoup plus resserrés entre les fils des différents mariages, mais des tensions existent quand même entre tous ces fils. C'est un mélange entre amour, rivalité et haine entre ces enfants, mais quand il faut, ils arrivent à mettre leurs différents côtés afin de s'unifier. Et ça, justement, ça tombe bien. Parce qu'il y a une nouvelle fournée d'enfants de Tancrède qui vont arriver dans le sud italien. Notamment un certain Roger. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On commence enfin à avoir une certaine routine au format vidéo maintenant. Moi qui voulais faire des vidéos de 20-25 minutes max, je crois que c'est un peu râpé. Ce sera vraiment pas notre truc ici. Mais je pense que ça fonctionne quand même bien. Ça me permet quand même de vous parler de plein de choses. Bon, en passant sous silence plein d'autres, en allant vite sur certains points. Mais faut quand même faire des choix et on peut voir quand même pas mal de détails. Puis si en fait je pouvais vous faire que 6 mois de 1053 comme ça, eh ben ça ferait une vidéo de 4 heures et je pourrais pas vous en pendre une par mois. Et faire 3 vidéos par an, c'est pas trop mon truc. Que là quand même ça nous permet quand même d'avoir un rythme qui est assez fréquent, une vidéo par mois comme ça de 40 minutes c'est pas mal. C'est assez sérieux, ça me permet aussi de m'appuyer sur une biblio qui est assez lourde, assez dure à digérer, mais à l'étudier comme ça assez sérieusement, à lui ajouter de temps en temps quelques apports et de pas switcher tous les mois de biblio entre de la moderne, de l'antique, de la médiévale, et comme ça mine de rien ça me permet de faire un travail qui est quand même un peu plus sérieux, donc je pense qu'on a un format qui fonctionne.
Mais je sais pas du tout pourquoi je vous parle de ça, je crois que vous êtes au courant maintenant depuis le temps que la chaîne existe, vous êtes au courant de comment elle fonctionne, de comment je fonctionne. Ça doit être l'âge qui me fait dire ça, je commence à me faire vieux, je radote. Ou la fatigue, hein, mais bon. Bref, merci du coup. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci aussi évidemment aux Utipeurs et aux tipeurs, merci pour votre aide financière, c'est énorme ce que vous faites. Vous m'aidez énormément dans la réalisation de ces vidéos, pour l'acquisition du matos, pour les bouquins. Ça m'évite de faire la manche et de continuer comme ça en fait à vous faire une vidéo chaque mois. C'est énorme ce que vous faites, donc merci à vous. Si parmi vous certains peuvent aussi se permettre de m'aider, vous êtes les bienvenus. Les liens Utip et Tipeee sont en description normalement. Mais surtout, vous foutez pas dans la merde, hein. C'est surtout si vous pouvez aider et que vous le voulez. Vous êtes les bienvenus, on arrive à échanger un petit peu, on se marre bien. Et puis comme ça me permet de faire un travail d'encore plus qualité et de step up un peu la chaîne, ce qui peut être cool pour tout le monde. Sinon, pour l'avenir de la chaîne, pas grand chose, on va continuer comme ça, on approche doucement à prévoir les projets pour cet été, histoire de varier un peu le menu, parce que les Normands c'est sympa, mais trop de trous normands tue le trou normand, ce serait bien quand même d'aller voir un petit peu ailleurs. J'aimerais vous faire par exemple la critique d'un film que je vous avais teasé il y a quelques mois quand je faisais ma série sur les méros, et avant tout non, hein, j'anticipe, j'ai pas oublié les méros, je les ai pas arrêtés, on y reviendra, mais faut bien vous mettre dans la tête que c'est un truc qui dure quand même un peu plus de 3 siècles, et là, après la mort de Clovis, je trouvais que c'était le bon moment de faire une petite pause et puis d'aller voir ailleurs, justement chez nos amis normands, mais on y reviendra, j'ai pas mal d'idées en tête et il y a pas mal de trucs assez fun et assez bourrins à voir. Donc vous inquiétez pas, je les ai pas oubliés. Mais bref, je vous disais donc ce projet de film, maintenant que j'ai la facecam, ça me semble être un projet un peu plus réalisable, un peu plus regardable surtout, parce que je pouvais pas mettre que des extraits, je pouvais pas mettre que des diapos comme avant. Là, il y a quand même ma trogne qui va bouger un peu, qui va faire un peu d'animation. Donc je réfléchis un peu à la manière d'aborder ce truc, je sais pas trop comment le faire. Peut-être à la manière de ce que j'avais fait avec le camarade Tommy Sauvage sur la série des Vikings, au lieu de taper sur tout ce qui va pas et sur les costumes et sur les clichés, les choses qui sont très flagrantes en fait et puis qui sont vues dans toutes les vidéos YouTube de critiques de films historiques, peut-être se concentrer sur les quelques bons points forts ou peut-être voir ce que ça nous dit de ce qu'on imagine de cette époque, puisque le film, voilà, petit spoiler, c'est entre nous, de toute façon en fin de vidéo comme ça vous êtes plus beaucoup à regarder, ce serait l'espèce de téléfilm d'Attila avec Gérard Butler qui est en 2 parties je crois, avec un casque qui est quand même assez fou pour l'époque, et donc ouais, ça serait pas mal de remise en question sur ce qu'on connaît de cette époque, sur les clichés, sur la représentation. Il y a peut-être un truc assez fun à faire dessus, je sais pas trop comment on y aborde. Mais sinon, j'ai aussi noté, parce que je vous le demande souvent, mais j'ai aussi noté vos projets de one-shot dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer si jamais vous avez d'autres idées. Profitez qu'on a encore une petite commu pour le faire, je lis tous vos commentaires, je réponds normalement à tous ou à la plupart du moment que c'est pertinent. Donc n'hésitez pas, même sur les anciennes vidéos, parce que récemment, j'ai échangé avec un camarade qui avait commenté justement une des vidéos sur Clovis, à propos de thèmes qu'il aimerait voir chez les Mérovingiens, et du coup c'est pour ça, que ce soit nouvelle ou ancienne vidéo, j'arrive encore à peu près tout suivre, donc n'hésitez pas. Et en même temps, si vous écoutez ce message, vous regardez la toute nouvelle vidéo, donc pas une ancienne, donc ce que je vous dis ne sert probablement à rien. La fatigue, il va aller dormir le monsieur, mais voilà, je vais arrêter mes conneries surtout. J'ai bien causé, je pense, pour aujourd'hui, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites, prenez soin de vous, on se retrouve en mai, pour la suite des Normands normalement. Le bisou.